On a appris ce matin qu'en Iran, sans plus de détails, un homme avait été condamné à mort pour espionnage au profit d'Israël. Les exécutions à ce motif sont légion en Iran depuis la guerre dite des 12 jours avec Israël. L'Iran, où l'opposition au régime commémore les 3 ans du début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, provoqué par la mort en détention de Mahsa Amini, arrêté pour un voile mal porté. Et c'est au cœur de ce mouvement, ou ce qu'il en reste, que l'on va s'arrêter avec mes invités jusqu'à 10h45. Iran, 3 ans de lutte. On en parle avec Aïda Tavakoli et Shohra Makaremi. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en. C'est parti. Bonjour Aïda Tavakoli. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes doctorante franco-iranienne, présidente de l'association We Are Iranian Students. Bonjour Shohra Makaremi. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes anthropologue, autrice, chercheur au CNRS, chercheuse. Je signale le titre de votre nouveau livre qui vient de sortir, Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté. C'est sorti aux éditions La Découverte. Il y a 3 ans, ce 17 septembre, jour pour jour, avaient lieu en Iran les obsèques de Mahsa Amini, morte pour avoir mal porté son voile dans son pays, la République islamique d'Iran. Sa mort, un jour plus tôt, a déclenché un mouvement de contestation inédit contre ce régime qui a vacillé pendant plusieurs mois face aux slogans et aux preuves de courage de ces femmes et de ces hommes qui ont voulu dire non à la théocratie militaire. On va essayer ensemble de brosser ces 3 ans de lutte et ce qu'il en reste aujourd'hui. D'abord, je voudrais, Aïda Tavakoli, qu'on regarde les quelques images que vous avez compilées avec votre association sur ces 3 ans de lutte. Ce sont des images sans commentaire qui parlent d'elles-mêmes et on en reparle juste après. Merci. Sur ces images, Aïda Tavakoli, on a vu ces manifestations, ces femmes qui dansent, ces femmes qui enlèvent leur voile. On a vu quelques-uns des visages aussi de ceux et celles qui ont été condamnés, certains exécutés. Quand vous voyez ces images, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Quel courage. Je suis toujours très émue quand je revois ces images. Cette population, cette jeunesse iranienne nous a laissé un héritage extraordinaire, je pense, avec ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, et nous amène à nous incliner encore 3 ans plus tard face à leur courage absolument à couper le souffle, ce soulèvement massif, interethnique, intergénérationnel dans tout le pays, avec une solidarité extraordinaire. Et puis, ils ont tenu d'une façon tellement construite, malgré ce qu'on peut en dire, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui, en 2025, si ce mouvement n'avait pas été structuré, n'avait pas été organisé, avec une véritable pensée politique, une véritable pensée sociale. Voilà, Femmes, Vie, Liberté, c'est un projet de société. Et c'est pour ça que ce mouvement perdure, parce que on n'a pas eu tort d'appeler ça une révolution. C'est une véritable révolution culturelle profonde qui a eu lieu et qui continue aujourd'hui à se développer, à avancer, à se structurer. Et ça me rend juste extrêmement émue et très fière d'être compatriote de cette population iranienne extraordinaire. On va revenir sur ce projet de société précisément proposé par ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Shohra Makaremi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les
premières minutes, c'est les premières heures de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et sur ce slogan, sauf erreur de ma part, la première fois qu'on l'a entendu, c'est au moment des obsèques de Mahsa Amini. On est le 17 septembre, il y a 3 ans tout juste, dans un petit cimetière dans le Kurdistan en Iran. Et on a les images de ces premières minutes et de ce cortège qui accompagne la dépouille de cette jeune femme. Et ce slogan Femme, Vie, Liberté, il sort des entrailles, il sort du cœur. Aujourd'hui, il est connu dans le monde entier, mais au départ, c'est vraiment un cri qui vient de... Voilà, on l'entend, qui vient de très profond. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, en fait, ce moment est très important, le moment où un enterrement se transforme en manifestation politique dans le cimetière Aichi de Sarrez, où on entend le slogan Jin Jian Azadi, qui est Femme, Vie, Liberté, un slogan kurde qui remonte aux années 2000, qui a été forgé par la gynéologie, les féministes kurdes qui sont inspirées de la pensée d'Öcalan et qui criaient ce slogan lors de la mort des combattantes des unités de défense du peuple kurde et encore aussi de la mort lors des féminicides. Et la société kurde iranienne était mobilisée contre les féminicides durant tout l'été 2022, avant la mort de Jina. Et en fait, ce mouvement, tout comme la mort de Jina Mahsa Amini, ne vient pas dans un espace vide et s'inscrit dans des moments de lutte qui le précèdent de longtemps. Donc, on n'a pas affaire à 3 ans de résistance, on a affaire à 45 ans de résistance. Et donc, ce qui est très important, c'est que les autorités iraniennes, Jina Mahsa Amini, donc elle était femme, elle a été tuée parce que femme, elle a été tuée parce que kurde. Et on voit là l'intersectionnalité de ce mouvement qui est un mouvement de demande d'égalité, non seulement de genre, mais aussi de citoyenneté pour toutes et tous. C'est pour ça que vous rappelez l'ensemble de son prénom également. C'est ça. Et il y a 7 à 8 millions de réfugiés afghans en Iran. Il y a des minorités nationales et ethniques qui sont périphérisées. Et en fait, le féminisme iranien, à travers Femmes, Vie, Liberté, a opéré a fait des demandes d'égalité et de citoyenneté pour toutes et tous. Ce qui s'est passé dans ce cimetière, c'est que les autorités ne voulaient pas que l'enterrement ait lieu publiquement. Et ils ont essayé de cacher, en fait, d'arriver un petit peu plus tôt. Moi, j'ai fait une petite recherche, j'ai essayé de reconstituer cette séquence-là. Et donc, ils ont essayé de faire en sorte que l'enterrement ait lieu plus tôt que l'appel qui avait été prévu et où le peuple la foule de Sarrez devait venir pour rendre hommage à Jina Mahsa. Et il y a eu une résistance de dernière minute. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cette résistance a eu lieu alors que les téléphones portables étaient confisqués, alors que l'organisation était difficile. Et c'est passé par des dizaines de réseaux de contacts, par des gens qui ont été mobilisés à la dernière minute. Et pour moi, toute cette organisation-là, et aussi d'un autre côté le fait que la population dans le cimetière ait trouvé de façon spontanée un langage de lutte. Les femmes ont commencé à brandir les voiles qu'elles avaient déjà enlevés, à scander ce slogan qui existait déjà, mais en faire une demande politique. Et surtout, le peuple a suivi un chemin de manifestation qui allait au centre de la ville, devant le tribunal révolutionnaire, donc qui est le lieu, le cœur du pouvoir iranien, et non pas aller devant ce qui est l'équivalent un petit peu de la place de la Nation ou de la place de la République, par exemple à Paris, qui serait le lieu habituel des manifestations. Et donc, dans tout ça, on voit comment il y a un système nerveux de la résistance qui a été réinvesti. Ce système est bien plus ancien et il continue de perdurer. De nouveaux tunnels ont été creusés à travers le mouvement. Ce que je comprends singulièrement de ce que vous dites, entre autres choses, c'est que ce slogan Femme, Vie, Liberté, qui préexistait à la mort de Mahsa Amini, singulièrement a essayé à déborder le cadre dans lequel il était utilisé jusque-là pour essayer dans toute la société iranienne. Et ce qui est singulier aussi dans ce mouvement porté par ce slogan, c'est que ça a été très rapide. Mahsa Amini est mort le 16, elle a été enterrée le 17, ses premières manifestations, et tout de suite, l'allumette était allumée, quoi. L'étincelle a pris... Absolument, absolument. Et puis ce qui est cette description très juste de comment est-ce que de façon organique, en fait, spontanée, cette structure a commencé à prendre en Iran et la vitesse à laquelle ça a pris. En fait, on a observé que cette façon d'organiser la résistance, elle a dépassé très rapidement aussi les frontières de l'Iran. Moi, je me souviens qu'à peine début octobre, il y avait 142 pays qui, dans le monde entier, qui organisaient simultanément le même jour une
manifestations dans les capitales de tous les pays. Portées par la diaspora iranienne. Portées par la diaspora iranienne, avec comme slogan « Femme, vie, liberté ». Et donc, il y a quelque chose aussi, ce souffle « Femme, vie, liberté », la puissance avec laquelle ils ont réussi à atteindre tous les cœurs des gens de la diaspora, mais aussi on a été rejoints par beaucoup de communautés internationales. Parce qu'il est singulièrement aussi ce slogan devenu un slogan féministe au-delà de l'Iran. C'est quelque chose derrière lequel beaucoup de femmes se reconnaissent, qui ne sont pas iraniennes et qui n'épousent pas nécessairement les causes des femmes iraniennes. Oui, absolument. En fait, on l'entendait déjà, par exemple, à Madrid le 8 mars en 2014. Donc, en fait, c'est un slogan, encore une fois, qui était là, qui était connu des mouvements féministes et qui résonne pour plusieurs raisons, à mon sens. D'une part, c'est un slogan et c'est à la fois pas vraiment un slogan, parce que femme, vie, liberté, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel est le lien entre femme, vie, liberté? Et en fait, les choses sont un petit peu souples à ce niveau-là. Moi, je l'appelle un haïku, c'est-à-dire c'est un petit poème. On peut faire les liens qu'on veut et on peut dire la vie, c'est l'écologie. On peut dire la vie, c'est la joie de vivre contre les puissances mortifères de la religion chiite qui est comme ça dans une culture de deuil et de noir dont les Iraniens on marre depuis très longtemps. Et donc, en fait, quel est le lien et pourquoi ce femme devant la raison pour laquelle, à la base, ce slogan a été pensé comme tel, c'est que la libération des femmes est une révolution dans la révolution, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience et un énoncé que la domination de genre, qui est quand même, qui dépasse largement les frontières de l'Iran et des sociétés musulmanes qu'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits dans le monde et qui aujourd'hui est portée par les régimes fascisants, que ce soit Trump, Bolsonaro, Modi, Poutine. Cette question de la libération et de l'égalité des femmes se pose partout et elle est première et elle est clé de voûte parce que, à l'inverse, la domination des femmes a été une clé de voûte de l'institution de multiples formes d'oppression, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sociétales. Donc c'est par là où ce qui est très beau, c'est de voir que le pays duquel est venue une forme d'islam politique en 1979, alors que la révolution iranienne avait été un laboratoire avec une ouverture des possibles extraordinaire, et les femmes y avaient été très présentes déjà, ce pays-là, cette société-là, 45 ans plus tard, à travers 45 ans de théocratie, s'est sécularisée de sorte que c'est de là que vient une proposition pour penser... pour donner une puissance révolutionnaire, une puissance de changement radical au féminisme. On va bien sûr revenir sur comment s'exprime aujourd'hui ce que vous appelez une révolution, ce qu'il en reste. Mais j'avais envie de vous demander, Aïda Tavakoli, de ce que vous en savez dans l'intime aujourd'hui, dans les foyers en Iran, et pas que dans les foyers où vit la résistance et l'opposition. Est-ce que Femme, vie, liberté a changé quelque part? Je pense au magnifique film La graine et le mulet, où on voit les rapports entre les hommes, les femmes, les filles et leurs pères, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a changé et en cela que ce serait le cœur de quelque chose de plus fort encore? Je pense que, comme l'a très bien dit Chora, ça fait 45 ans que la résistance est présente. Oui, Les graines du figuier sauvage, me dit-on dans l'oreillette, pardon. J'ai nommé ce très beau film. Oui, j'avais compris la référence à ce magnifique film. Donc oui, dans l'intime, et c'est démontré d'ailleurs merveilleusement dans ce film, c'est que même au sein d'une famille nucléaire, les positionnements et les ressentis face aux sociétés, les rêves d'une société aussi future iranienne sont diverses. La société iranienne, c'est 89 millions de personnes. Donc évidemment qu'elle est diversifiée, ce qui est aussi une excellente nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y a une possibilité véritable de démocratie et que le projet du régime islamique d'imposer une pensée unique avec une opinion politique unique, une confession unique,
a complètement échoué. Donc c'est une société iranienne qui est depuis très longtemps, même avant Femmes, Vie, Liberté, pour répondre à votre question, est extrêmement dynamique, est extrêmement politisée, elle est bouillonnante. Mais ce qui a changé avec Femmes, Vie, Liberté, c'est cette idée de projet de société qui se précise, qui est non seulement féministe, mais aussi, on l'a dit, démocratique, avec la vie qui est au centre aussi de ce projet de société. Donc c'est une vision aussi écologique. On a vu aussi pendant la guerre des 12 jours, on a vu des voisins qui prennent soin des plantes, des voisins qui ont quitté la capitale, des vidéos de jeunes qui sont restés à Téhéran parce qu'ils ne pouvaient pas partir, étaient en service militaire obligatoire, donc quotidiennement dans des bâtiments visés par l'armée israélienne et pourtant opposés au régime islamique, et qui font des vidéos pour dire attention, on a des arbres dans la rue, donc prenez soin des arbres qu'ils ne s'assèchent pas. Donc on a quand même une vision sociétale, un projet qui est absolument extraordinaire et qui se démarque de tout ce qu'on voit dans le reste du monde, comme une espèce de lanterne au bout du tunnel dans lequel on a l'impression de s'enfoncer un peu plus chaque jour. Et je me souviens, il y a 3 ans, avoir dit, on dit beaucoup, n'oubliez pas que le peuple iranien a besoin de vous. Je pense qu'il ne faut pas oublier à quel point le monde a besoin du peuple iranien, à quel point le monde a besoin de ce projet de société qui se différencie drastiquement, radicalement des événements auxquels on assiste aujourd'hui tous les jours, et que l'héritage qu'il nous reste aujourd'hui de ce Femmes, Vie, Liberté, c'est ce dont on doit se saisir pour continuer le combat et pouvoir justement atteindre cette lumière que nous tend le peuple iranien. Est-ce à dire, Shohra Makaremi, vous qui avez travaillé sur les politiques de l'attachement, que d'une certaine façon, pour rebondir sur ce que disait Aïda à l'instant, il y a une forme de lien que ce mouvement a créé qui n'existait pas, ou qui existait différemment, et que ce lien-là, il est presque plus fort, plus tenace que ne peut l'être des manifestations qui vont être, on va y revenir bien sûr, violemment réprimées. Il est là le déclic. Oui. Alors oui, parce que ce qui s'est passé, moi je parle de politique de l'empathie, parce que à un moment, il y a eu en effet, on va le redire et c'est important, il y a eu une répression absolument sanglante, cruelle, dont on n'a pas pris la mesure, je pense, totalement. Et moi-même, je l'avais pas pris la mesure avant de rentrer dans vraiment la réalité des témoignages qui sont époustouflants de cruauté. Et face à cette répression, alors que les poumons de cette révolte étaient 2 provinces périphérisées, le Kurdistan et le Baloutchistan. À l'est, le Baloutchistan en frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan. À l'ouest, à l'est, le Kurdistan en frontière avec le Kurdistan turc, irakien, etc. Et ces 2 provinces sont des endroits où il y a beaucoup d'armes, où il y a des réseaux de contrebande, où il y a également des fractions armées. Et ce sont des endroits où le régime a essayé de réamener encore pour la énième fois des politiques contre-insurrectionnelles qui sont militarisées cette fois, et non plus policières. Et ce qui s'est passé, ce qui est quand même incroyable, c'est justement ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire que la résistance ne s'est pas militarisée et que justement le soulèvement n'est pas allé vers le piège que tendait le régime, par exemple à travers le massacre de Zahedan où des centaines de personnes ont été tuées, plus de 100 personnes ont été tuées en quelques heures le 30 septembre. Eh bien, les gens n'ont pas pris la Kalachnikov en réponse. Et il faut un certain degré d'organisation quand on sait la disponibilité de tous ces réseaux d'armement et ces réseaux de militarisation là-bas. Et qu'est-ce que ça dit, ça ? Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a une discipline, il y a une certaine maturité, il y a une certaine organisation dans un contexte où l'organisation en soi est ciblée et il est absolument difficile de s'organiser. Et il y a eu un repli. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'arme pas la résistance ? Eh bien, il y a eu un repli sur des politiques de l'empathie, c'est-à-dire que, alors que depuis 45 ans, les politiques de la cruauté et de répression en République islamique ont eu pour objectif de atomiser la société et de produire de l'indifférence chez les gens, les uns vis-à-vis des autres. Donc de créer ces sujets politiques indifférents et repliés sur leur quant à soi privé, eh bien,
les gens ont continué à clamer le nom de ceux qui étaient des jeunes hommes de milieu modeste, qui étaient exécutés pour l'exemple. Et les gens ont continué à même, je veux dire, pousser le courage à un point inouï, qui était se rassembler devant les prisons à l'aube pour que les exécutions n'aient pas lieu. Enfin, peut-être qu'on ne réalise pas le degré de courage qu'il faut pour faire ça. Et donc, à partir de là, l'empathie, c'est devenu une contre-valeur et c'est devenu vraiment une politique. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'attachement. Mais je voudrais simplement finir en disant que le tableau n'est pas rose et qu'en effet, les choses sont extrêmement compliquées. Et que même si on parle de politique d'empathie et d'attachement comme forme de contre-affect, comme forme de résistance, pour ne pas devenir le sujet politique qu'on veut nous forcer à devenir, eh bien, les choses ne sont pas simples parce que la répression ne passe pas uniquement par la violence et la cruauté, elle passe aussi par ce que j'appelle des politiques de soupçon, des façons de semer la confusion, de semer la discorde et la zizanie. Et comme les gens s'organisent sur les réseaux sociaux, il est très facile de passer par les réseaux sociaux pour semer ces formes de confusion et de faire qu'en fait, tous ces réseaux et ces groupes qui s'organisaient d'abord ensemble et qui travaillaient ont eu affaire à une espèce de boue, de fange de confusion et de rumeurs. Et plus l'information est difficile et la répression est grande, et plus la rumeur devient grande. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le minimal, c'est de dire aujourd'hui, par exemple, de s'opposer encore aujourd'hui à l'exécution de 3 prisonnières, Variché Moradi, Pashkan Azizi et Sharifeh Mohammadi, qui sont des prisonnières kurdes qui sont dans les couloirs de la mort et en tant que militantes politiques sont menacées d'exécution. Dire leur nom, c'est continuer en fait ces politiques de l'attachement contre les politiques de la cruauté. L'Iran a exécuté plus de 800 personnes jusqu'ici cette année, augmentation majeure selon l'ONU, plus de 100 personnes pour le seul mois de juillet. Alors on évoquait tout à l'heure ces accusations en espionnage contre Israël. On sait que X justifications sont trouvées par les autorités iraniennes pour poursuivre cette politique. Alors aujourd'hui, il n'y a plus les grandes manifestations qu'on a vues il y a 3 ans, bien sûr. L'image la plus visible qu'on a vue d'ici, ce sont ces femmes sans voile qui sont de plus en plus nombreuses dans l'espace public. Mais j'entends ce que vous dites, Shohra Makaremi, c'est bien sûr à la fois énorme et à la fois ça cache autre chose qui est sous la surface, de ce que vous en savez, Aïda, de l'intérieur, les Iraniens n'ont pas changé. En tout cas, les militants de ce mouvement, les opposants au régime n'ont pas, je cherche le bon mot, n'ont pas désespéré. Ils continuent à se parler, à s'organiser dans les endroits, dans les interstices où c'est possible. Oui, absolument, ils continuent. Et puis, comme l'a très bien dit Shohra, la voie militaire n'a pas été choisie. C'est-à-dire la voie armée, en tout cas, l'affrontement militaire et armé n'a pas été choisi par la population iranienne. Ça raconte non seulement l'empathie, c'est très juste, ça raconte aussi à quel point est-ce que ce mouvement est légaliste, à quel point est-ce que ce mouvement demande justice. Et ça, c'est quelque chose qui précède même le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Vous voyez, l'association des familles de Orbonne, par exemple. Orbonne, c'est le mois à peu près d'octobre dans le calendrier iranien. En 2019, lors de manifestations contre l'augmentation du prix du pétrole en Iran, 1500 personnes ont été tuées en moins de 3 jours. Donc ça a été absolument un cauchemar. Et puis ce sont 3 jours aussi de blackout qui ont été instaurés dans tout le pays où on n'avait plus du tout de nouvelles de notre famille. Et c'est 3 jours plus tard qu'on découvre que 1500 personnes ont été tuées. Les armes qui sont utilisées par le régime islamique, on l'a dit, ce sont les exécutions. Ce sont des armes à feu avec des balles à bout portant sur les manifestants. C'est un régime qui est extrêmement sanguinaire, extrêmement violent. Mais face à ce régime, le mouvement Femmes, Vie, Liberté a saisi des outils de manifestation citoyens qui sont avec tous les risques qu'ils prennent et qui ne leur sont pas d'ailleurs accordés, mais ils se sont saisis de ces droits-là de manifester, d'aller devant des tribunaux, d'aller se réunir le matin. Ça raconte aussi le gouffre immense qu'il y a aujourd'hui entre le régime islamique qui prétend gouverner le pays et cette population iranienne. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la situation internationale, c'est que
suite en plus évidemment à la guerre des 12 jours, qui alimente et qui donne du grain à moudre à ce régime islamique pour intensifier encore plus sa répression, pour mener ses politiques de confusion et de soupçon, pour exécuter des prisonniers politiques sous prétexte qu'ils auraient espionné pour Israël. En réalité, c'est un manque, c'est une crise économique et un manque d'infrastructures immense auquel doit faire face la population iranienne, en s'accrochant toujours à ces lignes pacifistes, légalistes, féministes, écologiques, démocratiques, avec aucun outil de soutien. Et donc aujourd'hui, si on veut imaginer des manières de soutenir cette population iranienne qui nous propose autre chose que les armes, la violence, les exécutions, le sang et le meurtre, eh bien peut-être qu'il faudrait par exemple permettre de soutenir des apports financiers pour financer des caisses de grève, face à une situation où l'inflation est à plus de 60%. Peut-être qu'il faudrait aussi imaginer des moyens de fournir des infrastructures aussi Internet pour éviter ce genre de blackout qu'on a vécu en 2019. Nous, pour la diaspora, évidemment, c'était difficile, mais surtout pour l'intérieur de l'Iran, parce que continuer à s'organiser de façon pacifiste, continuer à être discipliné, à structurer une pensée politique et un projet sociétal sans infrastructure, c'est absolument impossible. Or, nous, de l'extérieur, on a les moyens de le faire, à condition que les pays et la société internationale, la communauté internationale aillent dans ce sens-là. Ce que rappelle Aïda Tavakoli est important. Shohra Makaremi, encore une fois, vu d'ici, loin d'Iran, il y a ces images qui étaient stupéfiantes et qui le sont, de jeunes femmes qui dansent, de jeunes femmes qui chantent, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire dans l'espace public en Iran, faut-il le rappeler, de femmes qui enlèvent leur voile, de femmes qui font de la moto, et de ces liens qui se recréent dans cette, j'allais dire, jeune génération, mais pas que. Mais c'est une jeunesse qui... Enfin, je veux dire, ça dépasse largement cette question de la liberté dans l'espace public. D'abord, pour les femmes, il est question aussi de ce à quoi on rêve, de comment on se projette. Et dans la situation économique dans laquelle se trouve l'Iran aujourd'hui, la projection est extraordinairement compliquée. Oui, il faut bien se souvenir que l'Iran n'est pas un pays isolé. Donc, on a l'Iran dans la région du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, c'est une région qui est à feu et à sang depuis au moins 2 décennies de façon radicale après 2001. Et donc, avec des pays voisins, je veux dire, l'Iran, c'est entre l'Afghanistan et l'Irak, 2 pays avec des interventions militaires lourdes qui ont déstructuré totalement. Ces pays, ce sont des pays où l'État est considéré comme étant failli, avec vraiment des centaines de milliers de morts. Et donc, on estime que la guerre contre la terreur menée par les États-Unis a fait de façon indirecte plus de 2 millions de morts dans la région. Donc, en fait, l'Iran est là. Et l'Iran... pour moi, c'était très frappant la façon dont le 5 octobre 2023, Narges Mohammadi, une des figures du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, même si elle était en prison durant tout ce temps, a reçu le prix Nobel de la paix, ce qui était aussi une forme de protection et un souffle peut-être donné à ce soulèvement. 2 jours plus tard, 7 octobre 2023. Et là, la région bascule dans toute autre chose. Et nous basculons dans le temps de la guerre. Nous basculons dans les grilles de lecture de la guerre, où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Dans la binarité, les femmes et la voix des femmes sort de la scène. On entend uniquement leurs cris éventuellement. Et cette scène est remplie par de vieux hommes, de vieux combattants, de vieux chefs de guerre, masculinistes et sanguinaires. Et je rappelle tout ça pour dire, voilà le contexte dans lequel aujourd'hui les Iraniens... agissent et n'agissent pas. Parce que le fait, par exemple, que les gens ne soient pas descendus dans la rue, ce qui aurait été une aberration sous les bombes d'Israël, se comprend aussi en termes de dire, voyons dans la région se condamner les renversements de pouvoir venus de l'extérieur et le degré de destruction auquel on a affaire de la Libye à l'Irak, à l'Afghanistan. Et c'est là-dedans que les Iraniens doivent trouver un chemin avec, bien sûr, des aides transnationales qui sont permises par des politiques de visa favorables, par des formes d'aide financière et des flux financiers qui sont permis envers la population, bien sûr, par des formes d'intimidation diplomatique envers la République islamique qui amenuisent la légitimité de celle-ci sur le plan international, par des discours clairs, des formes diplomatiques puissantes aussi qui peuvent aussi protéger les ressortissants occidentaux qui seraient en Iran, etc. Et donc, dans ce contexte-là, moi, il me semble que la société iranienne, politisée comme elle l'est, et dont
les formes de retrait, d'attachement dans la vie quotidienne sont aussi une forme de réponse politique assez stratégique, eh bien cette société-là est en train de faire face à des problèmes qui nous concernent toutes et tous dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en retard. Elle n'a pas un retard à établir pour en arriver à la démocratie. Elle a affaire à des défis qui sont de l'ordre de, par exemple, comment s'organiser quand les réseaux sociaux et les algorithmes et les politiques de soupçon de boot, de formes de propagande étatique que connaissent bien que manipulent bien les régimes autoritaires, comment s'organiser quand ces réseaux sociaux rendent les choses presque impossibles parce qu'elles montrent tout le monde contre tout le monde. Comment s'organiser pour penser à un renversement de pouvoir sans passer par les armes. Ce sont des questions qui concernent tout le monde, en fait. Comment s'organiser dans un degré de surveillance absolument atroce? Comment s'organiser dans un monde binaire où on a affaire à un génocide qui n'est pas reconnu comme tel par certains États, bien que de nombreux autres États en disent le nom, et que face à l'Iran, il y ait uniquement un État d'Israël criminel. Donc en fait, la population iranienne est face à ces défis, et les solutions qu'elle peut trouver sont des solutions qui peuvent nous inspirer ici en France, qui peuvent inspirer les Américains face à Trump, etc. Sur la question de où en est la réflexion de ce mouvement sur un éventuel un jour renversement du régime, pour l'instant on le rappelait, c'est l'option pacifique qui a été choisie. Dans les options qui s'offrent à ce mouvement, est-ce que vous sentez, Aïda Tavakoli, qu'en 3 ans, on parlait de la maturité du mouvement dès ses origines, mais le chemin a été encore plus parcouru. C'est singulier qu'on n'ait pas vu d'incarnation de ce mouvement sortir depuis 3 ans. Y en a-t-il et on ne les connaît pas? Question posée. Est-ce que volontairement il n'y en a pas? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que ce mouvement peut y arriver sans incarnation? Vous savez, ça me rappelle, puisque bon, We Are Iranian Students, l'association que nous présidons avec mes associés, défend les étudiants, et en fait les universités en Iran ont été vraiment des foyers de cette pensée politique femme, vie, liberté. Et en fait, à l'automne 2022, au tout début du mouvement, on voyait des images dans les WC des universités. Sur les miroirs, il y avait écrit « Voici le leader de la révolution Femme, Vie, Liberté ». Et en fait, on se voyait soi. Chaque étudiant se voyait soi et comprenait qu'en fait, cette révolution appartient à tous. Et c'est une forme, on l'a dit, très organique, mais aussi très horizontale, en fait, qui a été vraiment à l'origine de cette structure de Femme, Vie, Liberté. Et la population iranienne, la société civile iranienne, y tient beaucoup, en fait, à cette forme horizontale, au fait que chacun est légitime de contribuer à cette pensée politique, à ce projet de société. Et je pense que dans cette forme extrêmement nouvelle de révolution et de projet de société, moi, j'ai envie d'y croire qu'elle peut parfaitement aboutir. On a des outils aujourd'hui qui n'existaient pas lors des révolutions précédentes, historiquement. Notamment, on en a parlé, les datas qui posent problème quand on les utilise pour déformer l'information ou pour mener des politiques de soupçon, mais qui sont aussi des instruments dont chacun peut se saisir pour être journaliste citoyen, pour faire des montages vidéo, pour rappeler des noms, pour faire ce qu'on appelle des Twitter Storm, donc faire des hashtags qui viennent d'un coup inonder les réseaux sociaux. Le nom de Mahsa Amini n'aurait jamais été connu sans ces outils-là. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance de ces infrastructures-là, à condition qu'on puisse soutenir la population iranienne dans ce chemin-là, qu'elles aient les moyens aussi, non seulement grâce peut-être à des satellites qui leur permettent d'avoir Internet et de pouvoir s'organiser lorsque le régime islamique essaye de mener des politiques de blackout, mais aussi financièrement, qu'ils puissent, en fait, évidemment, quand on ne sait pas comment payer son loyer à la fin du mois ou que si on va pouvoir faire les courses la semaine suivante, c'est beaucoup plus difficile de s'organiser pour mener une révolution, de continuer la désobéissance civile, etc. Il n'y a pas, pardon, je vous ai coupé, il n'y a pas une lassitude, une forme parfois de tentative du désespoir face à une impuissance apparente et face à la répression, je crois.
Enfin, il y a quand même des formes de désespoir face à l'état du monde tel qu'il est, que les Iraniens partagent, je crois, avec le reste de la population mondiale. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas l'Iran et le reste du monde. On est tous à être abreuvés d'images d'une cruauté extrême. On voit des fragments de corps comme ça qui défilent sur nos fils de réseaux sociaux et dans nos journaux. Et de l'Ukraine au Liban, en passant par l'Iran, les gens ont 3 heures d'électricité certains jours et 4 heures d'eau potable. Donc, en fait, tout ça peut entraîner certaines formes de sidération, certaines formes de paralysie, certains sentiments d'impuissance. Mais justement, face à cela, la population, enfin, j'ai l'impression que la population iranienne, encore une fois, arrive à penser l'inaction ou la non-action comme aussi une forme d'action, c'est-à-dire le fait de pouvoir se retenir d'agir. Mais c'est-à-dire ne pas uniquement penser que agir, c'est faire quelque chose, c'est aller dans la rue. Parfois, c'est ne prendre aucun des chemins qu'on nous propose. Parce que justement, ce qu'il faut, c'est tenir. Et donc, c'est continuer à être avec les siens et au moins face à, justement, encore une fois, ces politiques de rumeurs, qui fait que plus personne ne croit en personne, il y a beaucoup de surveillance, il y a beaucoup de propagande, eh bien, au moins, diffuser l'amitié et des formes d'attachement en petits groupes. Oui. Non, mais j'allais dire que agir, c'est parfois peu de choses, vous le disiez, c'est parfois simplement quand on est une femme montée à bord d'un scooter ou d'une moto, on va regarder quelques images et on en parle juste après. C'est quelque chose qu'elles osaient rarement avant et qui leur est toujours interdit, mais qu'importe, ces Iraniennes n'hésitent pas à chevaucher leur scooter dans les rues de Téhéran, avec une astuce pour passer inaperçu, s'habiller comme un homme. Lorsque je m'habille ainsi, je veux que les gens pensent que je suis un homme, ce qu'ils font souvent. Par exemple, lorsqu'ils passent à côté de moi, ils me disent « Excusez-moi monsieur, où se trouve telle ou telle adresse ?» Mais l'une de mes craintes est que s'ils réalisent que je suis une femme, ils pourraient soudainement me traiter avec hostilité, faire quelque chose qui me déstabilise vraiment ou même me faire du mal. La réglementation est ambiguë sur la question des motos pour les femmes. Officiellement, aucun texte ne l'interdit, mais dans les faits, les autorités refusent de leur délivrer des permis moto alors qu'elles peuvent l'avoir pour conduire une voiture. Ces Iraniennes plaident pour un changement. J'ai toujours bénéficié du soutien de ma famille, mais aussi du public. Les femmes comme les hommes que je croise sur mon chemin m'encouragent et me témoignent leur soutien, mais le principal obstacle vient du gouvernement. En réalité, c'est le manque de permis et de documents nécessaires pour conduire une moto. Conduire une moto, comme retirer leur foulard, des gestes symboliques que certaines Iraniennes osent davantage depuis la vague de protestation qui a suivi la mort de Mahsa Amini il y a tout juste 3 ans. La jeune Iranienne de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour un mauvais port du voile. Après avoir subi des violences en détention, elle tombe dans le coma et décède à l'hôpital. Sa mort suscite l'indignation dans le pays, un mouvement porté par les femmes sous le slogan « Femmes, vie, liberté », avec des manifestations très violemment réprimées. Exemple de cette répression, la photographe à l'origine de ce cliché, où l'on voit les parents de Mahsa Amini qui viennent d'apprendre la mort de leur fille, a été condamnée à 7 ans de prison. J'ai une question qui va peut-être vous faire bondir, mais qui me vient en regardant les images. Est-ce que le fait que, mais peut-être mon analyse n'est pas la bonne, c'est tout à fait possible, le fait que dans l'espace public aujourd'hui, dans les grandes villes d'Iran, on puisse être sans voile, sans a priori, ou en tout cas en arrivant à se maintenir comme ça. Est-ce que le risque n'est pas de dissoudre d'une certaine façon le mouvement en rendant le fait d'être sans voile comme ça ou sur son scooter plus banal, et donc vous voyez ce que je veux dire, peut-être rendant les choses, oui, en les rendant plus banales, les faisant moins ressembler à un acte de résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux répondre tout de suite en rappelant à quel point le fait de ne pas être voilé, c'est un langage de révolte. Et ça, je l'avais dit dès le début, mais je pense que c'est très important de le souligner pour éviter aussi les récupérations du soulèvement Femmes, Vie, Liberté à des fins un peu islamophobes ou pour interdire ici, par exemple, le voile. La question, c'est que les féministes iraniennes, après avoir longtemps milité pour l'égalité de genre à l'intérieur
lignes rouges tracées par le régime. Et ces lignes rouges, notamment, c'était on continue de porter le voile. Pourquoi c'est si important de continuer de porter le voile? Parce que le voile mis sur la tête des femmes et qu'elles gardent, ça symbolise, ça incorpore le contrôle de l'État sur tout l'espace public, femmes et hommes. Et ça, c'est important dans une dictature de bien montrer que l'État continue à avoir le contrôle et que c'est lui qui dicte sa loi à tout le monde dans l'espace public. Et donc les femmes, quand les féministes iraniennes décident en 2022, mais elles avaient fait un petit peu avant, mais c'est qu'elles radicalisent leurs demandes et qu'elles se disent de toute façon là, on va au front, je transforme la ligne rouge en barricade et enlever le voile, c'est le symbole que je ne suis pas en négociation, je ne suis pas en demande de droit, je veux que ce régime parte. Donc une femme, en fait, les hommes quand ils applaudissent les femmes qui enlèvent leur voile, c'est pas parce qu'ils se solidarisent d'elles, c'est parce que eux n'ont pas de voile à enlever, c'est que eux n'ont pas ce geste extrêmement simple. Qui dit simplement basta et dehors, dégage, comme disaient les Tunisiens. Et donc les femmes, quand elles continuent à porter le voile dans la rue, c'est des dégages qu'elles disent à l'État. Et des amis me disent que par exemple, parce qu'elles continuent à avoir des contraventions pour porter le voile, quand il y a une contravention envers une femme non voilée dans un groupe d'amis, tout le monde se cotise pour payer parce qu'ils estiment que c'est pas elle toute seule qui n'a pas porté le voile, c'est le geste collectif. Donc en fait, c'est ce que les Iraniennes ont développé depuis les années au moins 90, c'est la présence comme résistance. Et ça, ce sont des formes de relocalisation de la résistance à des niveaux où on est juste en dessous du seuil où on se fait enfermer, violer, exécuter. Ne pas être voilé, ce n'est pas banal aujourd'hui, comme il y a 3 ans. Comment interpréter, Aïda Tavakoli, le fait que le président iranien ait ces derniers jours, je crois, refusé de faire appliquer une loi qui allait renforcer précisément les sanctions contre les femmes qui ne portent pas ce voile et contre les établissements qui leur fourniraient de l'aide. C'est de la poudre aux yeux. J'ai posé la question à nos contacts à l'intérieur du pays et je vais vous répondre comme ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, tu sais, de toute façon, nous, on n'écoute même plus, en fait, ce qu'ils disent. Ça ne nous importe plus du tout, mais depuis plusieurs années déjà, puisque nous sommes tout à fait conscients, me disent-ils, du fait que quels que soient finalement les discours plutôt conservateurs ou plutôt tantôt réformistes, de toute façon, c'est l'ensemble du système que nous rejetons. Donc ça ne nous intéresse pas, en fait, ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Nous, notre message est très clair, c'est fin du régime islamique. Ce régime islamique n'a plus rien à voir avec la société civile, quelle que soit d'ailleurs son ethnie, sa génération, ses confessions, son genre. Ça a complètement traversé la société. Cette demande de révolution a complètement traversé l'ensemble de la société civile iranienne. Même ceux qui pouvaient être idéologiquement alignés partiellement ou totalement avec les lignes du régime islamique, aujourd'hui sont confrontés à une situation de crise économique profonde, de coupure d'électricité, de coupure d'eau. Je veux dire, en fait, si on avait cette situation-là en France ou en Allemagne, les sociétés civiles se soulèveraient aussi contre leur gouvernement. Donc c'est même plus, même ceux qui ne sont pas en fracture complète avec l'idéologie du régime islamique, aujourd'hui ne peuvent plus être en soutien. Et d'ailleurs, il y a une émission qui est absolument extraordinaire, qui aujourd'hui a été coupée par le régime islamique, qui s'appelle Dialogue et Iran, donc le dialogue d'Iran, qui est mené par de jeunes étudiants iraniens, qui est un endroit, un des seuls lieux finalement d'espace véritablement de débat démocratique, dans lesquels une émission dans laquelle on voit des personnes qui sont pro-régime ou qui travaillent carrément pour le régime islamique, et puis des jeunes qui ont le courage de venir s'opposer, débattre avec eux et de dire ce qu'ils pensent de la société iranienne. C'est absolument... tous les épisodes sont sur YouTube, c'est extraordinaire. Et en fait, il y a un jeune qui a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Aujourd'hui, le régime islamique en est arrivé à un point où même quand une force extérieure attaque militairement le pays, la société civile ne défend pas son gouvernement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement est terminé. Ça veut dire que vous n'avez plus de soutien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne gouvernez plus la société civile iranienne. Donc la révolution est déjà faite pour
l'immense majorité de la société iranienne. Un mot pour conclure, Shohra Makaremi, parce qu'on arrive au terme de cette émission. On a beaucoup parlé des femmes, bien sûr, des jeunes femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce mouvement Femmes, Vie, Liberté est vraiment intergénérationnel ? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, sur la jeunesse des manifestantes, pendant la révolution de 79 aussi, hein, les gens qui étaient dans la rue, c'était plutôt des gens entre 16 et 18 ans. Donc l'extrême jeunesse, la dimension générationnelle des manifestations, pour moi, montre plus qu'on a affaire à un mouvement qui est révolutionnaire, parce que dans à peu près toutes les révolutions, c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais peut-être dire juste un mot, si j'ai encore le temps, c'est sur la question des espions d'Israël, parce que en fait, l'État iranien a durci sa répression de façon exponentielle. C'est un État zombie, hein. Il est mort mais vivant mais mort. Il a durci sa répression contre des soi-disant espions d'Israël. On sait tout à fait que l'espionnage au profit d'Israël est le fait des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire est le fait de ceux-là même qui aujourd'hui arrêtent et exécutent les opposants. Et que par ailleurs, le fait de requalifier les opposants en ennemis et d'appliquer un surplus de cruauté envers les ennemis, c'est ce qu'a fait l'Iran durant la guerre Iran-Irak, et c'est comme ça que la République islamique s'est instituée. Donc vieille recette pour une nouvelle situation dans laquelle l'État est mort mais vivant, et ce qui le prouve, c'est la façon dont Israël a déjà vérolé l'appareil d'État iranien, et c'est pour ça que l'Iran a été attaqué de la sorte. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Shohra Makaremi, Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté, vient de sortir à la découverte. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Aïda Tavakoli, merci encore. On retrouve votre travail et votre engagement sur vos pages internet et réseaux sociaux. We Are Iranian Students, une émission à revoir en replay et réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.